découverte pour moi qui a été émotionnellement très forte et qui a surtout beaucoup résonné. Et je pense que nous allons tous comprendre pourquoi dans les minutes qui viennent. Et nous allons passer un certain temps au téléphone à échanger, ce qui a confirmé toute cette vague d'émotions et puis vraiment le bonheur qu'on peut avoir justement de pouvoir organiser ce café avec elle parce que je pense que artistiquement il y a des choses très profondes dans ton travail, Chloé, et ce qui m'intéresse et peut, je pense, tous nous intéresser ce soir aussi, c'est tout ce processus créatif qui est en œuvre, tout ce qui t'a mené à faire ce travail de cette façon-là, comment tu le fais, enfin voilà, tout ça. Alors, alors je ne sais pas si, je vais essayer le partage d'écran là. Vous voyez ou pas Oui, oui. Ouais, ouais. l'Instagram? Voilà. Alors, je vais vous montrer juste, si j'y arrive, voilà, hop, voilà, des petites images. Alors, sur la communication de l'association, on avait vu quelques morceaux choisis. Voilà, on retrouve le travail qu'il y a derrière toi. Ouais. Voilà, un petit peu quelques œuvres. Voilà. Et celle qui est au centre, voilà, c'est celle-ci que Juliette avait partagée sur Instagram et qui m'a beaucoup fascinée, interrogée. Sur Instagram, au début de la page, il y a une formule que je trouve super jolie, qui est celle-ci, puisque Chloé, tu te présentes comme une exploratrice artistique et spirituelle. Et si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on commence par ça, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, qui es-tu, quelle est cette exploratrice artistique et spirituelle? Est-ce que tu... Ouais, alors déjà bonsoir tout le monde. Super contente de pouvoir partager avec vous ce qui m'anime plus profondément en fait, et peut-être que ça résonnera avec certains d'entre vous, j'espère. Euh, L'exploratrice spirituelle et artistique, c'est vraiment en fait c'est les deux chemins, enfin le chemin que je suis en train de prendre. Et en fait, s'explorer spirituellement, c'est apprendre à se connaître, à se découvrir, à découvrir à quel point on a tout en nous. Et artistique, parce qu'avec l'art, tu peux l'exprimer. Et donc, pour moi, c'est rigolo que tu parles de cette œuvre du yoga, en fait, qui, elle, t'a beaucoup touchée, parce que pour moi, c'est vraiment deux disciplines qui viennent vraiment se compléter à merveille, parce qu'à travers le yoga, tu apprends vraiment à te découvrir, à te connaître, de plus en plus en profondeur, en fait, au fil de ta pratique. Et c'est ce que je fais en fait depuis quelques années maintenant. Et j'ai vraiment trouvé à travers le processus créatif et à travers les arts une façon en fait d'exprimer. Mais tu peux exprimer sans avoir de don ou quoi que ce soit en fait. C'est très émotif et intuitif au final. Donc pour moi c'est ça, une exploratrice artistique et spirituelle, une quête de soi et chercher à le retranscrire pour pouvoir connecter et le partager avec les autres. Ouais, super. Super. Et alors, tu es artiste, enfin, qui de la poule ou de l'œuf? Ça a commencé plutôt par le yoga, plutôt par l'art. Qu'est-ce qui t'a mené En fait, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'étais pas du tout destinée à faire ce genre de carrière ni ce genre de pratique. J'ai fait des études d'architecte Mm. et en fait, parce que j'ai pas osé en fait faire faire art plastique ou les beaux-arts quand j'étais plus jeune, j'osais pas. Et donc, bah, je me suis dit, bon, je suis architecte, j'aurai au moins toujours du travail. Mm. Enfin, tu vois comment la société, des fois, nous fait penser des choses. Et donc, je me lance dans l'architecture. Et là, au bout de 5 ans de pratique, ça allait pas du tout. Enfin, j'allais pas bien du tout. J'allais pleurer, je pleurais en allant au travail. Je pleurais en rentrant du travail. Enfin, je sentais une boule dans la gorge, une boule dans mon ventre. C'était l'horreur. J'ai découvert le yoga, en fait, cette dernière année où ça allait vraiment très mal et je trouvais une petite bulle, un espèce de refuge dedans. Et au fur et à mesure, j'entendais aussi cette petite voix qui montait en moi en me disant
de reprendre les pinceaux, en fait, de retourner à mes premiers amours qui étaient la peinture. Et c'était vachement dur de me dire, bon, allez, je me lance. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai démissionné d'un super bon boulot, en fait. Et je suis partie mais, dans le vide total. Je ne savais pas du tout ce que je faisais. Mais bon, après, au fur et à mesure, la pratique, à la fois de se découvrir et d'essayer de créer quelque chose, ça a commencé à se rejoindre au fur et à mesure. Et ça a vraiment pris tout son sens quand j'ai quitté les montagnes, parce qu'avant, j'habitais vers Chamonix. Et l'appel de l'océan, à un moment donné, était trop fort. Et en 2016, avec mon copain, on a déménagé dans le Pays Basque. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, j'ai vu ces fougères, toutes ces forêts, tout cet océan. J'ai vu un skate et j'ai voulu dessiner sur un skate. Et pour moi, qui est vraiment un symbole de liberté très fort, en fait, le skate, parce que tu les vois bien, les skateurs, quand ils sont entre eux dans le parc, ils n'ont plus de limite, en fait. Ils s'acharnent à faire un seul trick pendant des heures et personne ne leur dit rien, alors que franchement, en soi, c'est pas... Comment dire, c'est pas... Il n'y a pas de but en soi, en fait. Le seul but, c'est le moment présent et c'est d'arriver à faire ce que tu as envie de faire. Et mon copain qui est skateur m'a vraiment beaucoup influencé là-dedans. Je faisais beaucoup de snowboard aussi, donc du coup, j'ai toujours baigné dans ce milieu. Donc, à un moment donné, je prends un de ces vieux skates, je me mets à dessiner des fougères, et alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais comme si je m'étais réveillée, en fait. Un éveil spirituel très, très puissant. Et là, je me suis dit, ok, c'est fort, ça a duré longtemps, j'étais pas bien, je comprenais pas ce qui se passait. Et puis j'ai compris quand même au fur et à mesure que c'était pas pour rien, c'était cet appel de l'océan, c'était qu'il devait se passer quelque chose ici. Et en fait, ouais, il s'est passé plein de choses. Et au fur et à mesure, dessiner cette nature, l'observer avec des nouveaux yeux, parce que mes yeux s'étaient ouverts, en fait, surtout le troisième œil, je pense, j'imagine. Ça m'a entraînée dans quelque chose qui était plus fort que moi, quoi. Et au fur et à mesure, je continue de découvrir. Et donc, j'essaie de retranscrire l'invisible, on va dire, ce que je vois, ce que je perçois à travers mon travail maintenant. Alors justement, dans ce processus créatif que tu parlais des fougères, de l'océan, donc de cette relation et cette connexion à la nature. Et comment ça se passe en toi, en fait? Parce que quand tu dis une porte s'est ouverte, finalement, est-ce que c'est la nature qui t'inspire et qui te pousse à créer? Est-ce que tu as une impulsion créative qui fait que tu vas ensuite t'inspirer pour savoir vers quoi te diriger? Comment se passe pour toi ce processus-là? Je pense que ça se fait en plusieurs temps. Il y a un premier temps où c'est juste de l'observation, mais tu sais, quand tu regardes le monde un peu avec des yeux d'enfant, que tu t'émerveilles de tout et les choses viennent à toi naturellement sans essayer de forcer les choses. Et ensuite, pour moi, je pense que c'est différent pour chaque être humain sur Terre, mais pour moi, c'est à un moment donné, il va se passer quelque chose, une petite magie. Et pas forcément pendant une balade ou quoi, mais d'un coup, je sais pas, une idée qui vient comme ça et une inspiration soudaine. Et je sais pas, j'ai l'impression que mon esprit se met en arborescence où j'imagine tous les possibles de cette idée. Donc c'est dur d'en choisir une. C'est pour ça que souvent la création pousse à la procrastination, d'ailleurs, je trouve, parce que tu as tellement d'idées que tu sais pas laquelle mettre en place. Et c'est quelque chose qui est difficile à gérer des fois. Mais ouais, à un moment donné, tu dis, bon, il faut que ça sorte. Et c'est très intéressant de faire honneur le plus possible à ce qui t'a inspiré ensuite. Je rebondis sur ce que tu as dit parce que c'est vrai que concernant la créativité, c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça en fait. Quand beaucoup de créativité qui peuvent nous venir, en effet, peut pousser à la procrastination. Quoi. C'est vraiment, c'est hyper intéressant ce que tu as dit. Moi, ça me fait très très souvent en fait. C'est vrai que ouais.
Ça, c'est, j'ai appris ensuite que c'était aussi un peu les énergies féminines, en fait. Tu sais, tu reçois beaucoup d'informations, on va dire, dans un sens. Et après, le passage à l'action, il est très difficile parce qu'il faut que tu mettes, que tu rendes réel quelque chose qui est dans ta tête et que des fois, tu imagines déjà parfait. Alors que, par le processus de création, il ne sera jamais parfait comme dans ton esprit, mais peut-être qu'il sera encore mieux, mais tu ne le sais pas encore. Tout à fait. Ouais. Très intéressant. Merci de ce partage. Vraiment. J'adore en parler. Parce que je pense que c'est un truc qui nous bloque beaucoup pour faire plein de choses. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, je prends mon courage à deux mains et je me dis, bon, allez, je commence. Et en général, étonnamment, ça commence toujours plus ou moins avec... je sais pas pourquoi, j'ai toujours ce geste-là qui commence. Et ensuite, les choses se déroulent plus facilement. Mais peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça va commencer avec une méditation ou avec la respiration ou même à faire des croquis dans tous les sens. Je pense que c'est là où ça devient intéressant, c'est que du coup, chacun a trouvé aussi un petit peu ces petits trucs qui nous fait commencer et retourner l'idée en concret, en fait. Et quand tu commences à faire ça, Ouais. est-ce que tu sais déjà plus ou moins où tu vas, ou est-ce que après, en fait, tu te laisses aller Ouais, bah alors, par exemple, cette peinture-là, j'avais une idée du cadre, parce que je déteste les cadres. Alors du coup, je savais que je voulais quelque chose qui sorte, comment dire, enfin, j'avais déjà, si tu veux, l'objet, mais alors en soi, ce que j'allais mettre dedans, je savais que je voulais travailler sur le thème de la connexion. Donc là, tu vois, tu as 6 mains qui viennent se connecter en un centre. Mais alors après, tu vois, ça a commencé par une couleur que j'ai étalée sur ma toile. Et ensuite, c'est plus, bon, bah, je commence par cette étape-là. Et après, ah ouais, il y a quelque chose qui me vient, ça me donne envie de rajouter du jaune. Et en fait, c'est toujours, tu vois, de te mettre à fond dans le processus créatif. Et après, oh, tu prends un petit peu de recul. Et tu dis, ah, mais alors là, si je prends du recul, moi, ce qui me fait, en général, ce qui me parle, c'est de dire, bon, comment je peux rendre ça plus harmonieux? C'est vraiment ce que je vais chercher. Mais après, ça peut être autre chose aussi, hein. Comme je disais, ça dépend des gens. Mais moi, c'est plutôt comment ça peut être harmonieux, comment je peux respecter des proportions qui me plaisent, comment ça me peut me parler. J'adore la géométrie sacrée, alors du coup, tu vois, j'essaye aussi de m'en inspirer. Et en fait, c'est toujours prendre du recul et après te mettre à fond dedans. Le processus, il est là pour moi. D'accord. Et justement, tu parles de géométrie sacrée. Dans quasiment toutes tes créations, il y a des symboles, j'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce que tu y mets, toi, dans ces symboles? Comment ça, qu'est-ce que j'y mets? Beaucoup d'amour. Une signification. Oui, tu as des inspirations. Est-ce que c'est inspiré par des choses qui ont déjà été reconnues comme signifiant telle ou telle chose, ou est-ce que c'est vraiment toi qui souhaites mettre ce symbole parce que pour toi ça signifie quelque chose, ou est-ce que c'est inspiré tu parlais des arts amérindiens par exemple quand on s'est rencontrés, est-ce que ça peut être de ça ou... Alors je pense que ça a commencé, en fait j'ai fait un an d'histoire de l'art avant. Et c'est quelque chose que tu apprends beaucoup à décortiquer une œuvre et à voir la géométrie qu'il y a derrière. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et donc, même si je pense que c'est resté très inconscient en fait dans mon esprit, parce que j'ai toujours vraiment ce besoin de voir qu'il y a une géométrie derrière. Et même en architecture, en fait, quand j'étudiais, je me rendais vraiment compte que si tu veux, la géométrie, qu'elle soit induite ou vraiment évidente, elle est partout. J'aime beaucoup les conférences de Nassim Haramein, par exemple, où il en parle beaucoup. Et en fait, cette géométrie, c'est vrai qu'on ne voit pas comme ça, mais elle est partout. Elle est dans la nature, dans dans la façon dont les feuilles se forment. Elle est un peu partout. Et donc, du coup,
ça m'a vraiment poussée à faire des recherches, on va dire, en dehors de ce que j'avais appris avant. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en étudiant beaucoup plus aussi les Amérindiens ou même les aborigènes, qu'il y avait toujours, même si on ne le voyait pas, une espèce de structure. Et, et je pense que ça parle en fait presque de l'inconscient collectif. Et donc, à travers en fait toutes ces civilisations aussi, les arts en Inde, tu peux repérer en fait toujours quelque chose de commun. Un triangle selon plein que ce soit à l'endroit ou à l'envers, selon beaucoup de traditions à travers le monde et les âges, aura toujours plus ou moins la même signification. Pareil pour un rond. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression que ça parle vraiment à notre universalité, en fait. Et donc, c'est vrai que je me dis, si ça me touche, ça doit aussi toucher les autres. Par rapport aux symboles, donc en effet, ils ont une signification à travers les civilisations, les âges, etc. Et puis toi, tu les utilises d'une certaine manière, alors avec tes connaissances de ces significations, mais par exemple, l'œuvre qui est derrière toi, est-ce que là, le cercle, puisqu'il y a plusieurs cercles pour le coup dans cette œuvre-là, est-ce que pour toi, ça a une signification toute particulière ou est-ce que ça rejoint la définition qu'on pourrait donner plus ou moins d'un cercle dans les symboles? Alors, en fait, donc, tu as 6 mains, par exemple, ici, qui viennent vers un centre. Pour moi, le centre, c'est vraiment ton centre à toi, qui est en fait le centre de nous tous, là où on est tous connectés, en fait, dans cet infiniment petit, mais infiniment grand en même temps. Mais tu vois, par exemple, moi, un élément qui me touche beaucoup, c'est l'élément de l'eau. Et donc, à travers ces mains qui peuvent représenter l'humain à travers, comme je te disais, le temps et l'espace, en fait, on se rend compte que l'élément de l'eau, par exemple, est un élément qu'on a tous en commun et qui est nécessaire à notre survie. Donc, pour moi, ces symboles-là sont une façon de représenter l'eau que tu retrouves beaucoup chez les Amérindiens. D'accord. Et qui est en fait, si tu veux, ce catalyseur entre nous, en fait, le monde de l'homme, en fait, notre réalité, et quelque chose à l'intérieur qui vient complètement nous dépasser et qui fait que nous sommes aussi tous reliés, en fait, tous connectés. Ce qu'on pourrait appeler ce qui est plus grand que nous, le plus grand que nous. Ouais, par exemple. Je vais la reposer. Ouais, et j'ai pas terminé, hein, comme je te disais. Il manque encore des éléments pour qu'il soit terminé. Donc, ça travaille en cours. Et alors, pour continuer sur c'est passionnant parce que c'est vrai que les symboles, voilà, le cercle, c'est vrai que ça a quelque chose dans l'unité et puis aussi dans la rondeur du cercle est aussi très un côté très maternel, je trouve, et très très sécurisant. Donc le cercle est très intéressant, je trouve. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre quand tu es en processus de création. Donc il y a quelque chose de l'intuition, de l'inspiration qui arrive, on ne sait pas trop d'où finalement, qui arrive à la fois de l'intérieur de toi profondément, de toutes tes expériences, mais aussi ce que tu me disais, être plus grand que toi. Est-ce que corporellement, il y a des sensations particulières? Est-ce que des sensations peuvent être aussi des guides dans ton processus créatif? Ouais, complètement. En général, quand ça commence, je suis en pleine euphorie, donc c'est très dur de se catalyser. On parlait des enfants tout à l'heure, ça commence comme ça aussi pour les enfants. Ça. Mais ensuite, en fait, comme je te disais aussi, je suis très inspirée par les arts aborigènes et
Et en fait, j'avais jamais fait le lien, mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Moi, j'adore travailler, par exemple, par terre, sur des grands formats. Et en fait, les femmes aborigènes, ou les hommes aussi aborigènes, hein, quand ils travaillent, ils sont sur des toiles au sol et ils dessinent comme ça. Ils sont assis sur leur toile. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais continuer d'essayer. Bon, je pense qu'on n'a pas la même morphologie parce que moi, ça me fait mal très, très vite. Hmm. Mais en fait, si tu veux, c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, moi, ce que j'adore faire quand je fais ce genre de travail, c'est par exemple, tu vois, quand je fais des points, mais tout de suite, je me sens connectée à toutes ces personnes qui, pendant des milliers et des milliers d'années, ont fait des points pour retranscrire leur réalité, en fait. Les aborigènes, c'est ce qu'ils font depuis très très longtemps. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as appris de ça, si tu peux le développer? Alors, pour le coup, hein, pour les arts aborigènes, c'est très particulier parce que eux, si tu veux, ils travaillent sur ce qu'ils appellent le rêve. Oui. C'est euh, c'est leur connaissance ancestrale. Et pour le comprendre, il faut être initié. Mhm. Et en fait, les aborigènes, eh ben, il y a quelques centaines d'années, quand ils ont été colonisés, en fait, et que leur art a commencé à prendre de l'ampleur, ils ont un petit peu changé leur façon de faire en rajoutant des points, en fait, sur leur... Enfin, c'est ce qu'ils faisaient ça avant, si tu veux, mais ils l'ont encore plus fait après pour, en fait, brouiller un petit peu leur message pour que les non-initiés ne puissent pas comprendre parce que leurs messages sont trop forts, en fait, d'un point de vue spirituel. Et, euh, et donc, du coup, bah, moi, ça a commencé avec le point aussi, cette espèce de passion. Mm. Et quand je fais ces points, je me sens connectée à quelque chose, à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui eux aussi en fait, font des points en fait, sur leur travail. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a encore un symbole caché que je ne vois pas. Mm. Mm. Mais tu sais, en fait, refaire les mêmes gestes que des personnes font en même temps que toi ou que des personnes ont déjà fait avant toi, c'est comme pour, ou même la cuisine, ou même des savoir-faire ancestraux. Ça, je sais pas, ça donne une énergie, une force qui est complètement différente, en fait. Tu te sens d'un coup plus avec le tout, enfin, Ben pas le oui, c'est tout, ça. mais connecté à eux, en fait. Si tu veux, me rendre compte de ça, ça a commencé avec les points. Mm. Mais maintenant que je m'en suis rendu compte, je le retranscris quand je fais la cuisine, je me dis, bah ouais, en fait, là, j'habite dans un camping, il faut aller chercher l'eau. J'ai pas l'eau, en fait, ici. Mais Mm. juste faire ces petits pas pour aller chercher l'eau et revenir, c'est un effort que énormément de gens font dans le monde entier ou ont déjà fait, en fait. Et c'est des petites choses comme ça où d'un Mm. coup, tu dis, ah, tu sais, une petite pensée pour eux. Mm. Tu dis, ah, bah, la magie, elle est là aussi. Dans le yoga, par exemple, bah, des postures qui ont 5000 ans que tu répètes, ça a une puissance Mm. derrière aussi. Et, euh, et donc, ouais, j'ai l'impression que c'est des petits clins d'œil de magie en fait que tu peux avoir tout au long de ta journée et moi qui me remplissent en tout cas de gratitude. Mm. Donc je me sens bien parce que je me sens pas toute seule. Oui, du coup, tu as cette connexion avec d'autres personnes parce que tu as cette sensibilité aussi. Sûrement. Il y a des photos sur ton compte Instagram à Bali, par exemple. Est-ce que dans tes voyages, il se passe quelque chose d'un point de vue artistique, justement, par rapport à des rencontres que tu peux faire ou des cultures? Est-ce qu'il y a une raison particulière déjà qui t'a fait partir à Bali, enfin, ou dans d'autres Euh, endroits? alors Bali, c'était surtout au début parce que j'avais pas encore pris conscience de toutes ces choses en fait qui nous entourent. C'était beaucoup plus pour faire du surf avec mon copain et rejoindre des amis qui habitent là-bas. Et ça fait 3 fois qu'on y va et du coup à chaque fois je vois comment j'évolue et c'est rigolo parce que là-bas à Bali c'est incroyable, c'est une énergie de folie en fait. Quand tu veux quelque chose, que tu penses quelque chose, il peut se manifester mais dans l'heure. C'est un truc incroyable, c'est un espèce de vortex énergétique très très puissant et là-bas les gens sont tellement connectés à leur spiritualité.
tu sais, t'as une forme de légèreté du coup qui en émane et qui fait vraiment du bien à l'âme, quoi, en fait. Parce que tu sens, tu vois, toutes ces choses qui peuvent te peser ici, qui peuvent te paraître lourdes parce que c'est pas dans le moule, on va dire. Là-bas, tu peux en parler très librement, tu peux... tu te sens dans ta pratique à toi beaucoup plus libre et déterminé au final. Mm. Et donc, ouais, là, cette dernière année, on était 3 mois. Et en fait, au fur et à mesure, on se fait des amis indonésiens, on en discute avec eux et enfin, il y a un tel clivage entre nos deux cultures, tu te dis mais comment c'est possible? On est dans deux mondes complètement différents, mais en même temps on est si proches en fait les uns des autres que, ouais, il se passe plein de choses. Après, artistiquement, j'ai j'ai pas fait grand chose, on va dire, de très concret là-bas, mais ça m'a fait beaucoup grandir et en fait, tu vois, c'est toujours pareil, tu apprends à te connaître d'une façon ou d'une autre, et après tu le retranscris ensuite quand tu rentres plutôt de voyage. Mm. Tu es Bon, déjà t'es allé en Australie, pas encore? Non? si, j'ai fait Ah, tu es allé. oh là là, quel voyage! J'ai ramené de la terre d'Australie Ah, ah, ah. Ouais, que ouais. j'espère pouvoir mettre en Travailler. Ouais, ouais. Ah, 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 et ah. T'as rencontré des aborigènes? T'es allé sur des lieux sacrés? je suis allée sur des lieux sacrés, j'ai rencontré quelques aborigènes, mais c'était pas évident en C'est fait, pas pas très facile. facile d'accès. Et puis en fait, à ce moment-là, j'étais blessée assez gravement, du coup, j'ai pas pu faire assez de kilomètres pour les rencontrer où je voulais. Mm. Et, mais par contre, ouais, les sites aborigènes, Qu'est-ce que tu as fait comme site? Tu en as fait? ça s'appelle Wave Rocks. Oui. Je sais pas si tu vois, c'est vers Perth. Ouais. Et c'est un site, en fait, ça fait comme une vague, mais Mhm. en pierre. Donc là-bas, il y a des sites et j'ai pas montré, mais il y a à 18 km au nord de ce site sacré, il y en a un autre plus petit. Et donc c'est une toute petite grotte. Donc tu rentres dedans, tu te baisses et là, tu vois des mains, tu sais, des empreintes de mains, mais qui ont 5000 ans. Mm. Mm. Et tu sais, je mettais juste ma main devant en me disant, mais Mm. c'était d'une puissance parce que ces gens-là sont passés avant toi, ont laissé leur empreinte. Alors, sans, Mm. je sais pas exactement quelle était la signification, mais juste les voir là, enfin, moi, ça m'a donné les larmes aux yeux, quoi, de voir ça. C'était, Mm. d'un coup, tu te sens vraiment très humain, en fait. Est-ce que tu t'es connecté ou est-ce que tu t'es intéressé aussi aux origines et à la lémurie? Un tout petit peu, je connais pas très bien, mais je veux que tu m'en dises plus. Non, 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 mais ça sera intéressant que tu ailles explorer ça. Parce que je pense très sincèrement que si tu as autant d'émotions qui s'expriment, et c'est très beau, merci de ce partage, parce qu'on la sent, elle est palpable quand tu parles de Bali, de l'Australie, de toute cette culture. On sent que les larmes sont pas loin, en tout cas, mais c'est des larmes, c'est ton âme qui s'exprime, donc il y a quelque chose de très puissant. Et je pense qu'il y a quelque chose de très fort qui se fait, qui se passe, et avec notamment l'histoire de la lémurie. Donc, je pense que ça sera intéressant que tu ailles explorer les choses là-dedans. Merci. Je t'en prie. Je vais voir et je te tiendrai Ouais, tout à fait. informée. Parce que tu sais que les, les, les continents qui restent, la Lémurie, en fait, Hawaï. Alors, je monte la tête parce que j'ai une carte de l'océan Pacifique qui est devant moi, en fait. Et Ouais. donc, Hawaï, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande seraient les sommets, en fait, de ce continent disparu, notamment. Et l'Australie était un continent un peu émergé et qui a émergé après, un peu plus après, quand cet autre continent est rentré, tout ça. Mais toute l'histoire de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, également le Japon, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud est totalement liée avec les lémuries, en fait. Donc, en fait, ils parlent de la même histoire, en
fait, d'une certaine manière. Tout vient de là. Ah, mais tout s'explique. Ben oui. Parce Oui. qu'ils ont tellement de points en commun que tu n'arrives pas forcément à... Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que ce serait intéressant que tu ailles explorer tout ça, parce qu'en fait, quand tu écoutes les aborigènes, les Maoris, les tribus d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, ils racontent tous la même histoire, mais de façon un peu différente, mais c'est à peu près la même chose, quoi, en fait. Tout vient de là. Donc voilà, donc c'est des choses intéressantes à aller explorer. Donc excuse-moi, mais c'est vrai que j'en parle, mais bon, c'est que il y a des fois où j'ai un peu des ressentis qui arrivent, alors je t'en parle. Avec plaisir. Tu utilises beaucoup de supports différents. Alors, tu disais tout à l'heure que en effet, le cadre ne te parlait pas ou ne t'intéressait pas, et on comprend très bien. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu vas choisir un support? Et puis, je vais te préciser un peu ma question, c'est que tu fais par exemple des tatouages. Donc les tatouages, c'est assez particulier puisque c'est là un contact avec un support en chair, donc qui appartient a priori à une personne. Et du coup, quand a lieu quand tu crées un tatouage, j'imagine que ça vient de la demande de quelqu'un. Donc, comment se crée un petit peu le dessin? Est-ce que c'est quelque chose que la personne va t'inspirer? Est-ce que c'est une demande de sa part? Enfin, ça m'intéresse assez puisque c'est très personnel, un tatouage. Et ce processus particulier m'intéresse aussi parce que j'y ai vu dans certains des symboles, donc on en parle depuis tout à l'heure, mais voilà, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette expression-là. Alors en fait, ça a commencé de façon un peu rock'n'roll, on va dire, avec un tatoueur qui avait vu des dessins et qui m'a dit: ah mais attends Chloé, faut que t'essayes, tes traits ils iraient bien pour faire du tatouage. Et donc du coup j'ai fait un premier tatouage sur ma sœur qui était, mais alors c'est complètement fou ce tatouage, il était plein de significations avec une montagne au milieu, un soleil au-dessus et des gouttes en fait qui m'est parlé du cycle de l'eau en fait. Et bon, juste pour la petite histoire, il y a quoi, 6 mois, elle s'est fait faire un soin chamanique. Et en fait, cette chamane, quand elle a vu le tatouage de ma sœur, ça lui a fait un choc parce que son maître de l'époque lui avait dit qu'il fallait qu'elle travaille avec le cycle de l'eau, mais pas maintenant, et qu'elle aurait le message à un moment donné. Ah, c'est drôle, extraordinaire. Ouais, c'était complètement fou. Et vraiment, quand on a fait ce tatouage, on voulait qu'elle passe à autre chose, on voulait que ça marque cette connexion qu'elle avait avec les éléments, avec la montagne, et que ça le transforme, que ça le transcende. Et c'est vraiment donc du coup, de cette petite expérience-là, en fait, j'avais toujours en tête de vouloir tatouer, mais je n'osais pas parce que, tu sais, hein, c'est facile de perdre confiance en soi. Mais des fois, la vie te ramène un petit peu à des choses qui, en fait, te font du bien, je pense. Et donc, l'année dernière, là où j'habite, plusieurs personnes se sont cotisées pour m'acheter une machine de tatouage pour que j'ai tatoue. Donc, j'ai dû faire des tatouages qui me plaisaient pas trop, hein. Mais d'autres avec lesquels j'ai eu beaucoup plus d'inspiration, et j'ai commencé vraiment à sentir qu'il y avait une force qui émergeait de ces tatouages qui pouvait vraiment être presque de l'ordre de quelque chose d'holistique, en fait, de développement de soi, de développement spirituel. Et parce qu'un tatouage, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Tu traverses quand même la peau, tu changes, cette zone énergétique, elle change en fait, parce que tu crées quelque chose dessus. Et il y a de la douleur aussi qui vient s'installer à un moment donné sur ce tatouage. Et donc du coup, il y a certains tatouages, mais j'ai eu un plaisir fou à les faire parce que je sentais vraiment que c'était un endroit du corps qui en avait besoin et qui était complètement aligné avec le besoin de la personne en soi, en fait, et que le dessin en soi venait vraiment l'exprimer.
Et après, j'ai eu beaucoup d'autres demandes de choses qui ne me plaisaient pas du tout, hein, bien sûr, parce que quand tu sais tatouer, tous tes copains te demandent tu viens tatouer, mais c'est pas des choses que tu aimes faire forcément. Donc j'ai pris beaucoup de recul là-dessus, et là, je suis encore en train de me former vraiment sur tout ce côté énergétique en fait qu'un tatouage peut apporter. Donc tu vois, j'ai pris un petit peu de recul, parce que vraiment, si je me mets dans le tatouage plus sérieusement, on va dire, parce que là, c'était vraiment pour explorer déjà cette petite partie et l'apprivoiser en fait. Mais j'ai vraiment, pour moi, le sentiment qu'il faut que ça soit vraiment un outil comme les anciens en fait. En Nouvelle-Zélande, c'est ça. Dans tous les pays, en Polynésie, ils font ça aussi. Les Amérindiens faisaient ça aussi. Les Berbères font comme ça. En fait, c'est des outils de guérison. Et pour grandir et pour te souvenir de qui tu es et vraiment le devenir en fait. Et donc c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de sérieux et d'engagement. Donc voilà, c'est un début de chemin. Mais c'est très beau, enfin, c'est fascinant parce que tu as cette simplicité, cette humilité, cette pudeur, mais on sent une force dans ce que tu fais, dans la connexion avec les personnes, enfin, pour justement enfin, créer un tatouage. C'est clair que c'est pas anodin et je trouve que cette voilà, je trouve ça très beau, tout simplement. Je trouve ça très, très beau. Merci de partager ça avec nous et ça me conforte dans ce dont on parlait tout à l'heure. Mais ouais, c'est intéressant parce que ça m'évoque aussi un petit peu l'inconscient, c'est-à-dire que finalement, comme si tu canalisais quelque chose chez l'autre qui, chez lui, est inconscient et que tu peux matérialiser d'une certaine manière, rendre visible et existant sur son corps, ce qui n'est pas rien, mais voilà, on sait que le corps parle beaucoup. Ouais, oui. Mais après, c'est ce que je me dis et ce que je lisais aussi, c'est que quand quelqu'un se fait un tatouage, quoi qu'il arrive, il a pris sa décision et c'est qu'à ce moment-là, il en avait besoin. En bien, entre guillemets, ou en mal. Mais du coup, c'est ça qui est génial, c'est qu'un tatouage peut faire vraiment beaucoup de bien aussi. Tout à fait. Comme te détruire, parce que enfin, je me documentais beaucoup sur les tatouages polynésiens et de Nouvelle-Zélande. Et donc, il disait que, en fait, il y a beaucoup de tatoueurs, si tu veux, par exemple en France, aux États-Unis ou partout, qui se disent qui peuvent faire en fait ce genre de tatouage, mais qui n'ont pas du tout la culture symbolique qui va derrière. Et c'est-à-dire que là-bas, tu sais, c'est des symboles qui sont tous imbriqués les uns dans les autres. Et en fait, chaque petit symbole a sa signification qui vient se décupler quand elle est associée à d'autres symboles. Et donc, bah ça, c'est un savoir qui se transmet de tatoueur en tatoueur, de génération en génération. Mais c'est pas quelque chose que tu peux inventer. Et si tu le fais mal, il y avait par exemple un sportif qui s'était fait tatouer un gros tribal sur le mollet, très très dans l'esprit guerrier par exemple, tu vois. Et ben ce mec-là, à un moment donné, il était tout le temps blessé au mollet. C'est parce que en fait, ce tatouage-là était tellement rigide qu'en fait, il induisait toujours, voilà, en fait, cette énergie de rigidité, et donc il se claquait tout le temps le mollet. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, je me dis, c'est vrai que waouh, c'est comme de la magie, quoi. Tu fais pas ça de façon anodine. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, oui, comme tu disais tout à l'heure aussi, selon la zone du corps que tu souhaites tatouer, ça a probablement aussi une signification pour l'historicité, j'ai envie de dire, de la personne. Ouais, bah oui, quand tu vas faire quelque chose devant, c'est parce que à l'avant de ton corps, c'est pour aller de l'avant. Quand tu vas te tatouer sur quelque chose dans le dos, c'est quelque chose que tu portes sur ton dos. Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont des grandes faucheuses dans le dos. Tu te dis...
Ouais. Et des fois, j'ai la croix du Christ ou des choses Ouais, comme ça, des trucs symboliques. il le C'est porte marrant. littéralement sur le dos, en fait. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que je Ouais. me suis jamais posé ces questions, cette réflexion-là. C'est très intéressant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis bon, après, ça va dépendre aussi si tu fais du côté droit, du côté Ouais. gauche, de ta main, comme on dit, si t'es droitier ou gaucher. Ouais. Hum, Et Ouais, c'est vachement intéressant. ouais, Très bien, super. passionnant. Alors, je profite juste pour dire que si vous voulez poser des questions à Chloé, n'hésitez pas. Hein, c'est pas parce que nous on pose des questions que vous pouvez pas vous exprimer dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Nous, on est là, on regarde, on surveille. Si vous avez des questions à poser. Avec plaisir. Stéphanie, tu veux Moi, j'en ai encore 450, donc il y a pas de- Vas-y, vas-y. La signification d'un tatouage sur le bras, nous pose-t-on comme question. Ah, sur le bras. Le bras, ça De la te part sert de à faire Caroline. des choses. Oui. C'est selon le bras? C'est pour faire des choses aussi? Ouais, après, je suis pas encore une spécialiste, Ouais. hein, mais d'après enfin moi, ce que je ressens, en tout cas, c'est que les bras, c'est eux qui nous servent à concrétiser les choses, en fait. Mm. De la pensée vers nos mains qui ensuite, avec les muscles des bras, qui nous permettent de transformer les choses en concret. Donc, moi, je vois ça vraiment comme une énergie de réalisation, tu vois, sur les bras. Parce que c'est ça aussi qui est très beau chez toi, Chloé, c'est cette candeur. Tu as une candeur, c'est-à-dire tu sens que ça vient, tu sais pas, mais ça vient. Et en fait, tu exprimes, donc tu canalises quelque chose et les personnes qui voient, tu vois, tout à l'heure, on te parle et on voit cette peinture magnifique derrière. Je pense que pour la plupart des personnes qui sont là, je veux dire, c'est une sacrée information que tu nous mets là-bas derrière toi. donc, je pense que voilà, tout le monde va pouvoir l'interpréter, va faire quelque chose. Donc, en fait, tout ce que toi tu fais, toutes les personnes qui vont voir tes œuvres participent à recevoir une information. Moi, la plupart du temps, enfin pour moi, les artistes, c'est ça, quoi, en fait. Ils canalisent une information, en tout cas. Et en fait, ça va s'imprimer dans l'esprit des gens. Pourquoi une peinture va plus, tu vois, Steph a été très, très touchée, elle en a eu la chair de poule, c'est qu'il y a quelque chose ça a parlé dans son être, dans son ADN, dans quelque chose d'énergétique, quoi, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui s'est connecté. C'est comme si, en fait, c'était un langage. Voilà. C'est une langue. Ouais, je pense que là, ça peut vraiment être une langue universelle, quoi. Tu peux parler des langues complètement différentes et ressentir les mêmes choses face à une œuvre d'art, quoi. C'est vrai que c'est beau. Sans besoin juste avec un regard, tu peux voir que tu as ressenti la même chose. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que j'imagine dans les personnes qui découvrent ton travail, tout le monde n'a pas forcément, on va appeler ça cette ouverture spirituelle-là, mais finalement, peu importe, parce que le message, il est existant dans tes œuvres et c'est bien là le principal et c'est magnifique parce que on aime bien le terme essaimer. Ah, on peut dire que tu sèmes et tu essaimes. Donc, Essaimer, ça veut dire quoi? Essaimer, c'est le... Vas-y, Steph. vas-y. C'est un terme, c'est un verbe qu'on utilise pour les abeilles, en fait. Tu sais, quand les abeilles dans une ruche, quand il y a une nouvelle reine qui arrive, quand la ruche commence à être un peu chargée en nombre d'ouvrières, il y a une nouvelle reine qui va arriver et en fait, un groupe d'abeilles va partir créer une autre ruche. En fait, c'est essaimer. Et donc, c'est beau cette symbolique parce que quand on sait, donc on essaime en fait la vie ailleurs, on va cultiver autre chose, etc. Donc, on essaime la création, voilà, la vie, tu vois. Parce que je comprends mieux pourquoi vous appelez Bee-Factory alors. Parce que c'est hyper intéressant quand on commence à étudier la médecine de l'abeille, quoi, en fait. Donc, ces enseignements. Ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, tu peins des fois des animaux ou des choses comme ça? Ça t'est arrivé Ouais. C'est rigolo d'ailleurs que tu me parles de ça parce que j'en ai fait très très peu. Que j'ai jamais diffusé d'ailleurs.
Mais alors là, je sais pas, j'ai envie de faire une baleine. Bah ça. Voilà. La baleine, l'enseignement de la baleine, c'est les archives de la Terre, en fait, qui renferment la connaissance de leur chant serait, en fait, c'est une vibration qui nous rappelle ce que nous sommes et nos origines, parce qu'elle conserve l'origine de ce que nous sommes, en fait. Ouais. Donc, c'est les archives de la connaissance, les archives de la Terre. Donc, elles renferment ce que nous sommes. Le jour où on arrivera à parler le langage de baleine, on saura qui nous on est. Il y en avait une il y a quelques jours au large du Frioul, tiens d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Au Frioul, dis donc, c'est dingue ça. Ouais. Parce que c'est pas hyper Elles ont profond. des messages à faire passer, non? Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est magnifique. Donc alors, c'est ton animal totem, la baleine, en tout cas, Chloé. Ça, c'est sûr et certain. C'est un de tes animaux totems. J'aimerais bien, en tout cas. Tu sais, les Amérindiens, ils ont aussi, enfin, chez les Hopis, en tout cas, hein, je sais, peut-être pas chez tous, mais leur mission, entre guillemets, de vie, c'est de trouver leur maison, en fait, leur habitat qu'ils ont toujours perdu. Et du coup, tu as toujours un peu ce cercle qui se dessine, parce qu'il y en a qui sont partis dans un sens, d'autres qui sont partis dans l'autre pour aller chercher. Et ça me parle beaucoup aussi, le fait de cheminer le long d'un cercle. En fait, je pense que ça serait presque une spirale qui m'inspirerait plus, en fait, plus qu'un cercle. Parce que tu passes toujours à côté, parce que tu as toujours changé, en fait. Tu passes toujours un petit peu à côté de tes pas, mais en fait, tu reviens toujours aux mêmes choses, mais tu as toujours un petit peu changé au fur et à mesure. Tu me disais aussi l'autre fois que tu parlais de art et yoga. Alors, on en a parlé un petit peu tout le long, mais je crois savoir que tu as des projets particuliers par rapport à ça. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Oh oui. En fait, j'ai fait ma certification de professeur de yoga il y a 2 ans maintenant. Et j'ai enseigné le yoga, mais ça me parlait pas trop, tu vois. J'avais plus fait pour moi au final. Par contre, je me suis rendu compte que quand j'intégrais vraiment dans mes cours la dimension créative, là, il venait se passer quelque chose qui me touchait beaucoup et qui touchait aussi les autres. Et en fait, maintenant, je propose des cours où je mélange en fait art et yoga. Et en fait, à travers les cours, tu vas faire en fait des postures où donc du coup tu vas t'explorer et ensuite, au fur et à mesure de la séance, l'exprimer sur un support. Donc, t'as pas besoin de savoir dessiner ou quoi que ce soit en fait, mais juste de prendre le temps après une posture de faire le point en toi, d'essayer de le retranscrire. Il se passe vraiment des choses vraiment fortes, c'est magique et en fait, je pense que c'est un outil pour encore plus apprendre à te connaître en fait et voir où t'en es à ce moment-là. Et donc, là, pour l'instant, tu vois, je vais donner des cours, je pense, sur ce gore dans ce sens-là, avec aussi peut-être des mandalas, parce que avec des mandalas aussi, c'est un magnifique outil, tu connais bien, j'imagine, de méditation, et pour se recentrer. Mais le art et yoga, j'ai découvert ça par une professeure. Je pourrais te donner les coordonnées. Elle a été elle s'est fait former par j'ai perdu son nom. Le monsieur qui a créé le yoga Kundalini, Yogi Byanjar, je sais plus. Et elle est aussi prof. Elle était issue d'une grande école d'art en fait aux États-Unis. Caroline nous confirme, c'est bien, ouais, c'est ça. Et donc elle était issue d'une grande école d'art, et donc du coup elle a mélangé les deux, et en fait c'est vraiment en fait quelque chose maintenant qu'elle diffuse à plein temps, et donc c'est vraiment des postures, enfin des séances en fait où tu vas faire des kriyas de Kundalini et après tu vas venir le dessiner en fait. Et en fait au final ça te donne comme un autoportrait énergétique de comment tu te ressens sur le moment, et c'est super intéressant en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire déjà pour moi, que j'aime bien après partager. Y a Sonia nous posait une question. Que pensez-vous de l'énergie du désert?
Donc, je ne sais pas, est-ce que ça te parle, Sonia? Est-ce que, ouais, est-ce que vous pouvez peut-être prendre la parole pour en parler? Attendez, on va remettre le micro. Hop là, activé. Sonia, ok. Bonjour. Oui, bonsoir. Ah. Donc, oui, j'ai une question au sujet du désert parce que je vais faire une immersion dans le désert pensant qu'il y a beaucoup d'énergie et que c'est un endroit où les gens peuvent se libérer de certaines choses. Donc, je voulais avoir votre avis en fait par rapport à ça ou pas. Est-ce que je suis dans la bonne voie ou est-ce que Si ça vous inspire et que vous y allez, c'est que c'est sûrement sur la bonne voie. Ouais, déjà, mais c'est vrai que le désert, c'est un ensemble immense, vide. Enfin, tu as du sable, tu as le ciel, mais tu n'as rien autour de toi. Donc, j'imagine que tu te retrouves forcément confronté face à toi-même. Et à un moment donné, tu es peut-être obligé de lâcher des choses pour continuer d'avancer. Et... Oh, ça me donne des frissons rien d'y penser. Ça doit être génial parce que... Et c'est surtout... Imagine les couleurs du tellement intense et vibrant aussi là-bas, à mon avis. Rien que ça, en soi, c'est juste une guérison, je pense, de te faire entourer de ces deux éléments qui sont juste là, l'un sur l'autre, entre guillemets. Toi, tu es entre le ciel et la terre et il n'y a rien d'autre. Ce qui est très impressionnant dans le désert aussi, c'est le son. Parce que quand on est dans la nature, on entend toujours des bruits. On est dans la nature, on entend le vent, les feuilles, les oiseaux, les insectes, tout ça. Dans le désert, on n'entend aucun bruit. C'est impressionnant. À part le sable, le vent et tout ça, mais c'est très, très bizarre. C'est vraiment hyper bizarre. C'est vrai que j'ai eu cette expérience en Australie et ça fait presque peur des fois parce que je ne suis pas habituée. C'est ça. Mais en même temps... Tu sais, il y a une partie de toi qui d'un coup, n'a plus à être aux aguets, ou je sais pas. Ça fait vraiment du bien. Bon, bravo Sonia, si vous allez dans le désert. Ça sera où? Et puis, à quel endroit vous allez? Donc moi, j'organise en fait cette immersion dans le désert tunisien. Et par contre, j'ai pu constater qu'il y avait quelqu'un qui organisait ce genre d'immersion au Maroc. Donc, je vais tester au Maroc en septembre et puis pour ma part, je vais le faire en octobre, novembre, décembre. Ah, super. Une immersion avec la Lune. C'est vous seul ou vous le faites pour un groupe? Vous l'organisez? Je l'organise pour ceux qui désirent en fait apprendre plus sur l'énergie. D'accord. Et sur le développement personnel, sur le leadership, etc. D'accord, ok. Ça me fait penser à, je ne sais pas si vous connaissez, Sarah de Marquis, je crois. Elle est suisse et alors elle marche à travers les déserts dans le monde entier en fait. Elle traverse des déserts et elle raconte ses histoires dans des livres. Et c'est hyper inspirant en fait ce qu'elle raconte. La communion avec la nature qui est vraiment très puissante du coup. Surtout qu'il y a du trek, donc de la marche, les dromadaires, et puis mon objectif c'est d'aller sur un point d'eau chaude naturelle, donc il y a l'eau qui est très importante pour moi. Je suis une femme, je sais pas. C'est un défi dans le désert, d'aller trouver de l'eau. Oui, mais les guides, ils connaissent tout. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que c'est le but ultime quand on est dans un désert, c'est d'aller trouver un point d'eau. Et c'est là où on peut sûrement après se connecter avec cette source créatrice qui est l'eau et qui est tellement importante quand on vit sur Terre, en fait. Et qui est très liée d'ailleurs à l'énergie de la femme. C'est sûr. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui me disait en fait finalement ce qui était intéressant c'était parce que je voulais transmettre des choses etc. et je voulais me former d'abord, apprendre une matière pour transmettre ensuite et il me disait mais finalement
finalement, tu n'as pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Ce qui est essentiel, c'est de transmettre qui tu es. Et ça m'évoque beaucoup ça dans ce que tu racontes, Chloé. Et puis même Sonia, dans ce voyage prévu dans le désert, même Céline, tout ce que tu mets en écho dans les différents voyages, c'est finalement le côté où on revient à qui nous sommes. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'y revenir en fait à qui nous sommes? C'est toujours la question que je me pose. Je me dis finalement, il y a quelque chose dans nos sociétés qui, à un moment donné, quand on est enfant, nous coupe de ça justement pour, comme tu disais, rentrer dans le cadre, peut-être, pour rentrer dans le cadre, dans le moule. Après, on l'appelle comme on veut, mais où finalement, enfant, ou adolescent, on perd un petit peu ce qui nous sommes par rapport à la société dans laquelle on vit, par rapport aux copains, copines, etc. Et je trouve fascinant qu'aujourd'hui, voilà, il y ait tout cet éveil de conscience aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel et revenir à qui nous sommes, c'est finalement retrouver ce regard d'enfant dont on parlait au tout début aussi, et puis ce regard d'enfant dans tout ce qu'on voit, c'est-à-dire s'émerveiller de la nature parce que ma foi, il y a quand même matière à s'émerveiller de cette nature, et puis finalement de ce moment présent dont on parle énormément, qui peut se résumer à ça, c'est-à-dire garder, revenir à ce regard d'enfant. Et c'est fascinant dans ce que tu racontes, ça m'évoque vraiment ça. Hier, on écoutait avec Marion, on a suivi un webinaire avec Audrey Fella et Lorenza Garcia, que vous devez peut-être avoir entendu parler, c'est elle qui a créé l'association France Navarro, et qui est en lien avec les Navarros. Elle chante. Elle a fait 2 chants hier. C'était extraordinaire, hein, Marion. C'était. Ouais, j'ai voulu chercher. Il faut absolument que je cherche d'acheter ces musiques et tout, parce que ça m'a vraiment transcendée. C'était incroyable. Et en fait, elle fait un travail extraordinaire. Et elle a dit quelque chose qui est bon. Le peuple Navarro, c'est un peuple sacré, bien évidemment. Et elle disait quelque chose qui est très beau, que les Navarros disaient, parce qu'en fait, elle a été accueillie, adoptée, hein, d'une certaine manière. Et ce qui est incroyable, c'est que elle a été connectée avec les Navarros, mais c'est un chef Navarro qui était en France à ce moment-là. Et elle est allée à la Villette parce que c'est une artiste à la base, une artiste peintre. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'elle, Chloé, mais vraiment, elle est extraordinaire, hein. Elle est incroyable. Et c'est ce chef Navarro qui lui a dit, ils se sont connectés, et qui a fini par lui dire, viens nous voir, viens chez nous. Et elle a été adoptée, et en fait, elle a été quasiment vraiment accueillie de cette manière-là, parce qu'elle a dit, c'est important que tu racontes au monde qui nous sommes. C'est magnifique déjà de dire ça. Et en fait, elle a eu de cesse de dire hier dans ce webinaire que en fait, les Navarros disent, nous sommes ce qu'ils sont, c'est-à-dire en parlant de nous, les Occidentaux, les humains, mais ils l'ont oublié, mais nous l'avons oublié. Mais nous sommes ce qu'ils sont, en fait. Et rien que de vous en parler, là, ça me donne des frissons, en fait, de savoir. C'est fou, nous sommes, et cette connexion, et c'est pour ça que c'est très touchant, ces peuples amérindiens, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment des gens qui ont cette connaissance. Et je pense, hier, j'ai eu vraiment une inspiration énorme. Je me suis dit, aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes, et on se dit, mais comment les jeunes, parce qu'on voit beaucoup les jeunes, voilà, il se passe beaucoup de choses, des extrêmes, et on se demande comment cette jeunesse va pouvoir se réaligner. Et j'ai comme eu une intuition très forte en me disant que ce sont ces messages de ces peuples natifs, que ce soit les aborigènes, les amérindiens, qui vont toucher la jeunesse, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui est tellement de l'essence même de l'enfant, etc., et qui est tellement essentiel et qui est sans artifice ou quoi que ce soit, que toute cette connaissance qui est préservée aujourd'hui, et il y a beaucoup de choses qui fait que beaucoup de gens vont aller récolter ces messages qui sont hyper importants aujourd'hui, c'est la jeunesse qui va l'entendre, et ça va réagir, je pense, ça va être quelque chose qui va vraiment les toucher, en fait. Mais c'est là que voilà. C'est évident, tout ça. Exactement. Parce qu'en fait, ça sera comme s'ils allaient se reconnecter avec un langage
qui sera leur voilà, il y a quelque chose qui va se faire avec eux. Et je comprends maintenant tous ces Amérindiens aujourd'hui qui sont très actifs et qui même vont sur les nouvelles technologies parce qu'en fait ils sont pas du tout contre tout ce qui est sacré est sacré, hein. Les cérémonies, ils disent il y a des cérémonies qui doivent se faire que sur les terres sacrées parce que ça concerne quelque chose de particulier, etc. Mais ils sont de plus en plus ouverts à ce que les technologies se mettent au service de cet éveil, cette conscience et de la transmission de la connaissance. Et donc, c'est pour ça que beaucoup aussi utilisent ces nouvelles technologies pour pouvoir transmettre ces messages parce qu'il faut les transmettre, quoi, en fait, voilà. Pour qu'on se souvienne de qui nous sommes. Parce qu'en fait, eux, ils sont... que c'est formidable, hein, nous sommes ce qu'ils sont, mais nous l'avons oublié. Voilà. Nous sommes ce qu'ils sont. C'est rien que de dire ça, ça me donne des frissons. Nous sommes ce qu'ils sont, mais nous l'avons oublié en parlant de nous, les occidentaux, quoi. Mais ils l'ont oublié. C'est dingue. Donc voilà, c'était vraiment un moment. Alors je vous recommande ce livre. On en parlera dans un post Instagram. Mais ce livre, Les femmes chamanes de Audrey Fella, que nous allons également interroger, qui est extraordinaire. Elle a interrogé 4 ou 5, je sais plus, Marion, 5 ou 4 femmes, 5 femmes chamanes. Oui, c'est ça. Et un peu partout dans le monde, et parlant de rituels et tout ça. Et ça a l'air d'être extraordinaire. Vraiment très, très beau. Donc, je vous recommande ce livre en tout cas. Voilà, voilà. Ça donne envie. Oui, c'est vrai. Alors, Steph, tu as une dernière question pour finir? Je sais pas si d'autres personnes en ont. Je remonte un peu le fil d'actualité, si on en a, enfin le fil des questions, s'il n'y en a pas. Ah oui, Sonia disait que Soisic de Filippo parle aux baleines. Oui, exactement. Merci de ce partage d'ailleurs. Merci. Et Elisabetta disait, pour moi, ta peinture, alors j'aimerais bien le dire avec ton accent italien, Elisabetta, pour moi, la peinture est remplie d'énergie. J'adore Elisabetta qui a un accent italien absolument remarquable. On dirait Monica Bellucci quand elle parle. Et pour moi, la peinture est remplie d'énergie de guérison et tu es une messagère de la lémurie. Ben voilà, tu vois. Voilà, Elisa. Ah bah oui, c'est vrai, mais c'est dingue. Tu as raison, Elisabetta. Je conseille vraiment de les lire à tout le monde. Mais oui, regarde, on dirait Chloé. Oui, c'est pour ça. Oh là là, mais c'est fou! Merci. Oh waouh! C'est quoi, femme? C'est le femme de la lémurie qu'il faut que tu Femme de la lémurie. Ah bah alors là, attends, je vais me le noter. Oui. Oui. Ça va c'est un livre, c'est parti de Marion. Tu vois, c'est ça en fait. Souvent, Bonheur Factory, ben, c'est ça. Marion un jour nous a parlé, voilà, faut que tu apprennes. Et puis, Steph l'a acheté après. J'ai eu Elisabetta un jour au téléphone qui m'a été recommandée par une thérapeute que nous avons en commun, qui est d'ailleurs Isabelle Belligois, que vous pouvez écouter aussi dans une émission podcast. Et bien évidemment, quand on a parlé avec Elisabetta, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et j'ai ressenti le fait de lui parler des femmes de la lémurie. Et c'est vrai que ça a fait aussi un livre qui a énormément, qui a beaucoup parlé. Je vous le recommande, les femmes et même les hommes qui êtes là, parce que franchement, Rémi, c'est un livre aussi à lire parce que ça parle d'Hawaï, hein, parce que toute l'origine de la lémurie, c'est Hawaï. Et l'île de Kauai et de vous en parler, ça me Kauai est le sommet de ce temple sacré, enfin le volcan de Kauai. C'était un sommet qui était à l'époque où c'était une autre terre aussi, qui faisait 10 000 mètres d'altitude en fait. Et il y avait un temple sacré qui était en haut, et donc on est toutes liées avec les sœurs pléiadiennes. Donc tout dans ce livre, vous le verrez, les 7 sœurs pléiadiennes. Et donc voilà, il y a plein de choses qui vont vous éclairer là-dedans. Mais vraiment, c'est un livre que je vous recommande.
C'est vraiment ça nous reconnecte avec quelque chose. Et ça explique après, voilà, chacun fait son cheminement, hein, mais c'est intéressant. C'est comme les pièces de puzzle, en fait, hein, qu'on remet les unes avec les autres. Et donc voilà, quoi. Mais tu peux pas les mettre les unes avec les autres si tu rencontres pas d'autres personnes. Et voilà, exactement, parce qu'on est tous reliés et on s'aide tous à… Et en fait, c'est ça qui est formidable et on essaye, nous, à notre humble niveau, de faire ça avec Bonheur Factory, c'est que on essaye de donner des petites informations pour que chacun aille sur son propre chemin d'exploration, quoi, voilà. Pour que nous, voilà, Marion est très sensible sur tout ce qui est le vivant, le végétal. Moi, c'est la connaissance, les enseignements. Steph, ça va être la transmission, les enfants, voilà, le corps. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont, on est toutes sensibles et on se transmet tous des choses, en fait, des informations. Et c'est ce que nous, on essaye de faire au travers de Bonheur Factory, c'est d'avoir vraiment un kaléidoscope très large de personnes qui peuvent vraiment ouvrir des chemins d'exploration pour les sensibilités des uns et des autres, tout simplement. Oui, parce que comme on a tous des sensibilités différentes, au final, vous vous complétez à merveille. Oui, c'est exactement ça. Et c'est là qu'on se rend compte que on est tous liés quand on peut être liés comme ça entre nous tous. Et là, c'est génial d'être. On n'est pas nombreux, mais c'est énorme d'être 12 personnes et qu'on on est tous présents là. C'est juste un cadeau, quoi, en fait. Donc c'est vraiment super. Et puis ce qui est super aussi, c'est que finalement ce confinement et tout ce que ça a pu générer d'aspects positifs et négatifs, il n'empêche qu'aujourd'hui, on a le bonheur de t'avoir reçu alors que nous sommes tous un petit peu éparpillés. Ouais. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on ne sait pas finalement si on aurait fait ce type de format s'il n'y avait pas eu le confinement et que… c'est ça, exactement. Je pense que les deux formats pour vous se complètent bien, mais c'est c'est encore plus fort de pouvoir connecter avec des gens de la francophonie même, en fait, tu vois, entière. Oui, bien sûr. Peut-être qu'après, vous aurez même des personnes du Canada. Bien sûr, on l'espère en tout cas. Parce que là-bas aussi, ils sont très éveillés sur plein de choses. Ah ouais, c'est sûr. Oui. Depuis un bon moment. Ils nous montrent bien le chemin d'ailleurs aussi sur certaines choses. Et là aussi, et c'est vrai que je pense qu'ils ont réussi grâce aussi, même s'ils ont beaucoup souffert, mais grâce aux enseignes. En fait, les peuples amérindiens du Canada ont su insuffler, préserver certaines choses avec beaucoup de souffrance parce qu'ils ont vécu des choses très difficiles. Mais cette connexion, cette énergie qu'ils ont au Canada, elle leur vient de toutes ces tribus qui sont vraiment très, très formidables et très riches, hein, de l'Est jusqu'à l'Ouest, qui ont su préserver une énergie. Et hier, ils en parlaient aussi de toutes ces femmes qui n'ont eu de cesse de guérir, parce qu'il y a des sororités de femmes, donc de certaines tribus qui vont dans les forêts et qui ont fait ça même en cachette à des moments où en fait ils essayaient de tuer l'Indien, hein, de toute façon, mais pour aller guérir la terre. Donc, et ça continue encore aujourd'hui d'avoir des regroupements de personnes et notamment beaucoup de femmes de ces tribus-là qui vont des fois dans des endroits sacrés faire du tambour pour guérir la terre. Et c'est-à-dire guérir la terre, c'est nous guérir nous tous, quoi, en fait. C'est quand même incroyable de pouvoir… c'est juste extraordinaire. Ouais, c'est vraiment un super message d'amour en plus, parce que même quand le désespoir est d'être au maximum, le donner le peu d'amour qui te reste encore à la terre. Mais oui, c'est ça. C'est tellement fort. C'est tellement important parce qu'ils ont gardé ce lien-là, c'est-à-dire que pour eux, la terre, c'est notre mère. C'est fou, c'est se dire est-ce que quand on creuse, il y avait aussi des textes amérindiens. Est-ce qu'on va prendre, je sais pas, un outil, on va creuser dans le bras de notre mère, est-ce qu'on va lui arracher les cheveux, est-ce qu'on va lui… Et pour découvrir tes œuvres, on peut aussi acheter tes œuvres en fait en te contactant sur Instagram. Oui, sur Instagram, je suis toujours disponible. J'ai un site internet,
Mais bon, pour l'instant, j'ai pas d'œuvre originale en vente parce que je prépare une exposition. Ah, super, Voilà, qui bravo. sera à Moliette, donc dans les Landes, du 21 août au 2 septembre. Merci pour cette fraîcheur, pour ce que tu incarnes, parce que c'est beau de voir comment en fait on peut laisser s'exprimer cette créativité que nous avons tous en nous. Et voilà, tu es un bel exemple de cette capacité que nous pouvons tous avoir et qui peut s'exprimer de plein de manières différentes. Donc, merci pour ce partage en tout cas. Merci beaucoup. Merci Pépi. Merci à toutes les personnes qui étaient là et j'espère un jour l'occasion de vous rencontrer en vrai. Tout le monde te remercie. Merci, gratitude pour ce partage. Merci à vous tous également. C'est vraiment formidable.